Génération champion avec la FIBA, Fédération internationale de basketball. Tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans cette émission Génération Champion, une émission Génération Champion qui sera consacrée aujourd'hui au basket. Nous sommes à la FIBA, la Fédération internationale de basketball, amis, juste aux portes de Genève. Nous sommes reçus certainement dans l'une des plus grandes fédérations sportives du monde. Sans plus tarder, eh bien, nous allons présenter nos invités. Vous connaissez le principe, un champion actuel ou ancien avec à ses côtés un jeune talent prometteur avec bien évidemment d'autres invités qui circuleront sur ce plateau durant 52 minutes. Patrick Baumann, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. J'ai envie de dire, eh bien, bienvenue chez vous, justement. Nous sommes ici, on l'a dit, à la FIBA Amis. Vous êtes secrétaire général, vous avez 46 ans, vous êtes suisse, un jeune secrétaire à ce propos. Vous êtes secrétaire depuis 2003 et déjà intronisé jusqu'en 2020. Donc vous avez encore un petit peu de pain sur la planche et de marge. Vous êtes également membre du CIO, du Comité international olympique depuis 2007. Et puis, vous avez bien été actif dans le basket puisque vous avez été joueur, entraîneur, également arbitre. Alors il y a peut-être qu'une chose qui vous manque, eh bien c'est le titre de président de club, mais ça presse pas du tout, on s'en rend compte, vous êtes déjà bien occupé. À vos côtés, le jeune Alan Bittenader. Alan, tu as 15 ans, tu joues au Grand Saconnet chez les cadets. Tu es également membre de l'équipe suisse des U16, c'est-à-dire des joueurs de moins de 16 ans. On aura l'occasion tout à l'heure peut-être de mieux comprendre ta jeune carrière sportive. Et puis également avec nous, Maurice Meunier. Maurice Meunier, bien particularité. Maurice Meunier, vous êtes né en 1932, exactement la même année du reste que la FIBA. Ça ne s'invente pas, hein. C'est un petit peu l'ironie du sort. Vous êtes un ancien professeur d'éducation physique et puis vous avez été également très actif dans le basket avec notamment des rôles à jouer comme joueur, comme entraîneur et puis également comme dirigeant. Tout ça durant 69 saisons, Maurice Meunier, sans interruption. À vos côtés, Richard Ratzenberg, quelqu'un qu'on connaît bien sur notre antenne. Richard, on a envie de dire un petit peu légende vivante, un puits de science, toujours quelques belles anecdotes à nous raconter. Richard, rapidement également joueur, entraîneur, président de club durant des périodes relativement courtes. Patrick Baumann, la première question évidemment est pour vous. Peut-être nous présenter déjà cet endroit absolument magnifique aux portes de Genève. Préciser, Patrick Baumann, que cet endroit est ouvert au public, hein, avec une prise de rendez-vous possible. Hein. On débarque pas chez vous, on s'en est rendu compte comme dans un moulin. Hein. On est un peu fiché, ce qui est un peu normal. Racontez-nous un petit peu juste, décrivez-nous un peu le bâtiment et l'ensemble de cette FIBA. Bien, d'abord merci et bienvenue à tout le monde et bienvenue à la maison du basket. C'est une grande réussite pour la Fédération internationale d'avoir pu construire ce bâtiment magnifique. Ça a pris beaucoup de temps depuis 1968 quand la Fédération internationale avait décidé d'avoir son propre siège. On n'y est jamais vraiment arrivé, on a été longtemps ailleurs, puis quand on est arrivé en Suisse en 2002, on a décidé qu'il fallait vraiment chercher, on a trouvé un terrain, ça nous a pris un peu de temps, mais finalement on a trouvé un terrain et on a pu construire ce bâtiment qui aujourd'hui abrite, ça respire le basket et ça abrite à peu près toutes les fonctions qui font que le basket tourne autour du monde. Particularité, hein, vous l'avez construit, belle idée de l'architecte en forme de main, avec notamment pour nous rappeler le basket, tout simplement. C'est une idée de vous, par exemple. On a fait un concours d'architecture et je pense que l'architecte qu'on a choisi, il nous a présenté, il a bien mis ensemble tout ce qui est le basket et la main, c'est quand même un des éléments clés avec lesquels on joue. Ça nous rend un peu différents de nos cousins du football. Et on a les mains, mais aussi le filet du panier qui se retrouve un peu dans les structures. Beaucoup de subtilité.
finalement. Et puis le parquet sur lequel on est ici. Enfin bon, tout ça, ça respire vraiment le basket. Patrick Baumann, je l'ai dit en début, en introduction, certainement l'une des plus grandes fédérations sportives du monde. Ça reste un tout petit peu nébuleux, hein, on est d'accord, parce que certains disent que c'est le volley, d'autres disent que c'est le basket. Le foot, on est persuadé qu'ils sont en tête, mais ils sont finalement pas du tout en tête. On en est où exactement? Est-ce qu'on arrive à, en termes de licenciés? Ensuite, il faut savoir de quoi on parle exactement finalement. Oui, bon, basket, c'est facile. Ça commence avec un B, c'est avant le foot et avant le volleyball. Donc c'est bon, on est les premiers. Par alphabétique, c'est comme ça. Là, c'est tout de suite, c'est réglé. On est certainement le sport numéro 1 dans le monde pour ce qui est des sports indoor, enfin indoor, donc à l'intérieur. Et puis je crois que on donne un peu d'ombre aussi au foot pour ce qui concerne certaines régions du monde, que ce soit par exemple en Chine ou par exemple, c'est le sport numéro 1, le basket en termes de sport d'équipe. Donc je crois qu'on n'a rien à envier à personne et on va très bien. Maintenant en termes de membres, je crois que c'est la volleyball qui devrait en avoir à peu près autour des 220. Nous on est les deuxièmes avec 214 membres. Et puis le foot, il est en 208, mais je pense que ça, c'est une statistique qui laisse un peu courir parce que on a des petites îles. On a la Nouvelle-Calédonie, c'est un membre chez nous aussi. Bon, c'est la France quand même d'un côté. Puis on a comme le foot, on a Wales, Scotland et England qui sont, ça fait partie du même pays. Alors bon, on verra encore jusqu'à combien de temps, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça. Donc là, puis les Nations Unies sont à 180 et quelques, donc. Tout ce qui est en plus, ce sont des territoires, mais ça démontre seulement une chose. Je crois aujourd'hui, on essaye de stabiliser un petit peu, Patrick Baumann, où le but, c'est encore d'essayer de récolter quelques-uns et puis d'augmenter. Ça démontre simplement dans les 3 sports, ça démontre qu'on est universel. C'est finalement ce qui rend nos sports extrêmement populaires. En tout cas, certainement pour le nôtre, c'est qu'on est très universel et puis qu'on joue le sport chez nous. Alors peut-être dans le volley, c'est un peu différent, mais certainement au foot, au basket, on le joue dans chacun de ces pays. Au niveau national, avec des championnats nationaux, avec des ligues comme il faut, et puis à partir de là, avec les compétitions internationales. Voilà, rappelez que vous organisez évidemment 2 événements majeurs, hein, c'est la Coupe du Monde forcément et les Jeux Olympiques, hein, tout le reste appartient à la NBA, il faut pas confondre, hein, on a un petit peu tendance. Vos rapports justement avec la NBA, la Ligue professionnelle américaine, quels sont-ils? On a d'excellentes relations, en tout cas depuis la fin des années 80, depuis que mon prédécesseur et David Stern ont eu l'idée il fallait trouver un moyen pour qu'ils puissent rentrer aux Jeux Olympiques, ce qui s'est arrivé en 92, en 92, avec Barcelone. Et après, ça fait 20 ans qu'on a des relations extraordinaires. Maintenant, il y a eu un changement de leadership au sein de la NBA et on continue d'avoir une excellente relation puisque le numéro 2, qui était numéro 2 pendant bien longtemps, est devenu le numéro 1. Et dès la fin de cet été, quand on a les élections pour le prochain mandat au sein de la Fédération internationale, la NBA aura même une position particulière dans le comité directeur. Donc nos relations sont extrêmement étroites et on a le même objectif. On veut faire grandir le basket dans le monde. Le rôle du secrétaire général, parce qu'en dessus de vous, précisé qu'il y a un président qui, en fait, l'exécutif, c'est vous, hein. Oui, alors on a un président qui est chez nous, ça fait une rotation entre continents. Aujourd'hui, c'est un président français, Yvon Mainini, qui était un grand arbitre international pendant beaucoup d'années, puis pendant 20 ans président de la Fédération française de basket. Et à la fin de cet été du championnat du monde, à la fin de la Coupe du monde en Espagne, il donnera le relais à... Ça a changé, hein, Patrick, l'occasion de dire, hein, il y a eu le championnat du monde, aujourd'hui ça s'appelle Coupe du monde. Aujourd'hui ça s'appelle Coupe du monde, oui. Et puis il y aura un monsieur de l'Argentine qui reprend, et puis qui a aussi déjà été 20 ans dans le comité directeur. Et puis, pour ce qui concerne mon secrétaire général, c'est quelque chose d'assez effectivement de bien. De temps en temps, je fais le secrétaire, de temps en temps, je peux faire le général. J'ai un peu le choix. C'est pas mal, c'est multi. Et c'est pas mal du tout, et c'est très utile. C'est multifonction. Alan Bittenader, quand on se destine probablement, en tout cas c'est évidemment ce que l'on te souhaite, à peut-être une carrière de joueur professionnel de basket, lorsqu'on arrive dans cette maison du basket, ici, avec les yeux évidemment j'ai presque dire d'un enfant, en tout cas d'un jeune. Comment est-ce que tu trouves cette maison du basket? C'est assez impressionnant, non? Oui, alors c'est très impressionnant. La première chose que j'ai regardé, c'est les vidéos qui étaient à l'entrée. J'ai trouvé ça... On peut y rester la journée, hein. Ouais, c'est un petit peu l'Euro Disney du basket, hein. Quand on est jeune, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'interactivité, hein. C'est quand même à rappeler, il y a beaucoup de choses à voir.
Alors, est-ce que tu imagines une fois avoir ton maillot comme ça à côté de celui de Kobe Bryant? Là, ce serait pas mal d'en avoir. Ce serait extraordinaire. Ça pourrait le faire, comme on dit. Maurice Meunier, allez, on va quand même rappeler que voilà, vous avez 81 ans, bravo, en tout cas pour cette belle santé, encore une belle énergie. Vous, après tant d'années, 69 saisons consacrées au basket, de venir aujourd'hui pour la première fois, là aussi, dans cette maison du basket, quel regard, quel constat, fantastique. Je suis très impressionné parce que depuis très longtemps j'ai eu des contacts avec la FIBA, mais je dois dire aussi que je suis très satisfait que cette grande fédération soit établie ici à Amy, puisque depuis 13 saisons, j'ai créé un cours de basket pour enfants ici à l'école du Sorbier à Amy. Donc c'est assez extraordinaire que dans un village de un peu plus de 1000 habitants, on ait une fédération qui est mondialement connue. Alors, si vous êtes d'accord, on va se retrouver évidemment dans un instant. Alors, quelqu'un qui a été très actif, je crois, Patrick Baumann, on en reparlera en retour de sujet, c'est Carlo Lamprecht, évidemment, l'ancien conseiller d'État genevois, qui a aussi été à ses heures joueur international de basket, et bien qui revient pour nous rappeler à quel point il avait été important dans le fait que la FIBA revienne de Munich à Genève. Ça se passait, on s'en souvient bien, en 2002. On l'écoute. Écoutez, c'était pratiquement un peu une histoire d'amour pour moi. Parce que j'ai été comme basketteur, jeune basketteur, j'ai connu à l'époque d'anciens fondateurs de la FIBA qui travaillaient. La FIBA a été créée en 1932 à Genève, il faut se rappeler. Bon, il y a eu un championnat d'Europe organisé à Genève. En 1935, c'était le premier championnat d'Europe qui a été gagné par la Lettonie. Et donc, pour moi, c'était une histoire un peu d'amour, de ramener à Genève qui était le berceau de la FIBA, donc cette institution fantastique. Alors nous sommes allés, on a préparé un dossier très étoffé, bien entendu, avec la promotion économique de Genève, et nous sommes allés à Munich pour défendre, puisque le siège était à Munich. Et il faut se rappeler que le siège de la FIBA à l'époque était déterminé par le domicile du secrétaire général. William Jones, qui était le premier secrétaire, qui a participé à la création de la FIBA à Genève, a été pendant 46 ans secrétaire général. Il s'est déplacé à Rome, à Berne, à Munich, et il se déplaçait le siège avec. Alors quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait des villes prestigieuses, il y avait Berlin, il y avait Munich, il y avait Prague, il y avait Andorre, Badalone, Madrid, qui s'arrachaient un peu ce siège de la FIBA. Et moi j'ai eu le grand privilège de pouvoir parler un peu de la naissance de la FIBA, parce que je le connaissais bien. Et je crois qu'eux également, je ne vais pas prendre tout le mérite de cette magnifique réussite, eux également, je sens qu'ils étaient très attachés à Genève. Alors c'était merveilleux, parce que d'abord on avait un très beau projet. La FIBA avait à ce moment-là une croissance extraordinaire. Elle avait des moyens aussi, qui ont été perdus un peu par la suite, qui ont été un peu dispersés un peu en Europe, mais qu'elle retrouve aujourd'hui. Et nous avons pu gagner la partie, et c'était véritablement une grande fête. On a fait une fête en ville de Genève, on a placé des panneaux à la rue du Rhône, enfin, sur les quais. Il y avait Adolphe Guy qui était là, on a fait des concours de coups francs, il y avait des jeunes qui jouaient au basket. C'était un souvenir pour moi merveilleux. Entre 2002, justement, Carlo Lamprecht, et aujourd'hui, quels ont été vos rapports? Est-ce qu'après vous avez suivi un certain rapport avec la FIBA? Bien sûr qu'on noue des liens d'amitié, notamment avec Patrick Baumann, qui est le Suisse, le premier secrétaire général depuis quelques années, un garçon brillant, et d'autres personnages. Stankovic, qui a été la personne qui a succédé à William Jones, donc c'est vieux, mais enfin Stankovic a encore participé à, disons, la décision pour Genève. Alors évidemment, j'ai gardé des relations avec eux, j'essaie, mais enfin chacun vole de ses propres ailes. La FIBA, le premier projet que nous avions prévu du côté du château de Malagny à Gentot, qui était merveilleux, a dû être réduit pour des questions de moyens financiers de la FIBA. On a pu trouver pour eux, des bureaux. Ils se sont déplacés à d'autres endroits. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, ils peuvent, en définitive, avoir un siège propre à eux, très bien situé dans le canton de Vaud, dans la région lémanique. Peu importe, l'important, c'est que la FIBA soit retournée en Suisse. Et ça, c'était une très belle satisfaction pour moi. Carlo Lamprecht,
parle souvent de sport facteur d'intégration. Pour vous, ça a été parfaitement le cas? Bah, écoutez, moi, je le dis très souvent, la vie associative est très importante pour chacun, pour les jeunes, que ce soit dans le domaine sportif, musical, artistique, peu importe. Pour moi, le basket, c'est le sport qui m'a donné confiance. Dans le fond, entre 15 et 20 ans, on se cherche tous un peu. Et le fait de m'être affirmé, d'arriver à jouer dans l'équipe nationale, d'entraîner des équipes et tout ça, aussi la pédagogie, d'enseigner à un groupe. Dans le fond, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, hein, on le dit souvent. Eh bien, ça m'a donné la confiance nécessaire pour affronter d'autres défis, faire des études plus tard, alors que, dans le fond, j'entraînais des jeunes qui étaient tous à l'Uni et tout ça. Moi, j'étais un petit apprenti tout simple. Et j'entraînais ces jeunes qui faisaient des carrières merveilleuses. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Bref, ça a stimulé toute ma vie. Et ça m'a donné aussi l'occasion, après, dans la politique, de savoir un peu aborder ces problèmes comme je les aborde avec un groupe de sport. Carlo Lamprecht, si on revient à votre parcours de joueur, hein, on peut parler d'une époque vraiment complètement amateur. Ah, écoutez, le premier match que j'ai joué avec l'équipe nationale suisse, c'était donc en 1955, c'était contre l'Italie à Pavie. Je me rappelle qu'on avait des maillots qui dataient des Jeux Olympiques de Londres encore, en 1946. Alors on vous donnait un maillot avec un numéro, j'avais un maillot qui me descendait jusqu'au nombril presque. Nous n'avions pas les mêmes chaussures, chacun avait ses chaussettes et ses chaussures qu'on s'achetait soi-même. Pour dire, lorsqu'on a été au championnat d'Europe de Budapest en 1955, en juin 1955, c'était une consécration formidable pour un jeune de 20 ans. Eh bien, je me souviens que nous avons fait, pour la première fois, une grande préparation à Macolin. On a passé une semaine à Macolin. On avait 2 semaines de vacances, une semaine à Macolin, hein, puis une semaine pour les championnats d'Europe, il fallait encore y rater quelques jours. Et bref, c'était un sport aussi totalement différent. Il y avait le même enthousiasme, la même passion. Mais dans le fond, des petits comme moi avaient encore leur place. Et puis les grands étaient grands, quelques-uns avaient de la classe, certains ils étaient un peu maladroits, mais enfin ils étaient là pour un peu déranger sous le panier. Enfin, le sport a complètement changé. Je suis admiratif des progrès qui ont été accomplis aujourd'hui dans le sport. Et aujourd'hui, des petits qui s'affirment, il y en a à Genève et il y en a partout. C'est des véritables athlètes. Ce sont, même s'ils sont petits, c'est des athlètes extraordinaires. J'admire leur qualité, leur sens du jeu, leur dynamique. Bref, et puis quand je vois les grands qui jouent contre des petits à l'époque, enfin bref, il y a eu un saut de qualité absolument extraordinaire qui fait du basket un jeu merveilleux. Voilà, Carlo Lamprecht, l'ancien conseiller d'État genevois, Richard Ratzenberg, hein, on a parlé du retour, hein, de cette FIBA en 2002. Pour vous, c'est que des bons souvenirs parce que vous étiez justement à l'origine de cette fête en ville. Oui, c'est-à-dire sous la FIBA avec Richard Baïf comme coordinateur, on a essayé de faire une grosse manifestation. J'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de la faire. Ça nous a pris pratiquement 1 année et demie pour avoir des autorisations parce qu'on a été la première fédération à utiliser la place du Rhône. C'est-à-dire l'idée de la FIBA, c'était d'amener le sport au centre et au cœur de la ville. Alors quand on a expliqué, j'ai eu plusieurs séances avec les autorités à l'époque, on allait amener le streetball ou le 3 contre 3 comme on l'appelle aujourd'hui au quai Général Guison et place du Rhône. J'ai eu tous les pompiers, les corps de police qui m'ont dit mais on va faire comment avec les camions, avec le petit train, etc. Et on a eu d'interminables séances, mais on était vraiment les pionniers. Cette fête était organisée donc pour l'arrivée de la FIBA à Genève. Ça représentait les 5 continents et il y avait plein d'activités culturelles autour de ce sport. Il y a eu des personnalités incroyables. J'ai rencontré Oscar Schmidt, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Il y avait le président de la Confédération qui s'est déplacé, Adolphe Guy. Et voilà, j'étais très très fier de faire partie de ce moment-là. Et d'autres sports nous ont suivis, c'est-à-dire qu'on a ouvert une brèche sur cette place du Rhône, parce qu'on nous a dit que c'est pratiquement impossible. Et Patrick, lui, il a insisté, il a dit
Voilà. On va le faire. On doit venir au centre. Et puis, c'est clair que quand la FIBA est derrière vous, eh ben, c'est beaucoup plus facile aussi pour organiser quelque chose. Maurice Meunier, Carlo Lamprecht a parlé évidemment du côté amateur de l'époque. Alors forcément, ça vous parle beaucoup. Vous l'avez vécu. Vous confirmez évidemment qu'à l'époque, eh bien, ma face était un petit peu, chacun se débrouillait avec les moyens du bord. Quel chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui pour vous, justement, avec un regard un petit peu, en regardant un peu dans le rétroviseur, quels ont été les principaux changements de votre sport, peut-être ces 60 dernières années? Les changements sont énormes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis issu d'une génération qui a été complètement sabotée par rapport à sa préparation. Dans les années 50, 60, il y a eu en Suisse une quantité de joueurs que s'ils avaient été mieux préparés, mieux entraînés, d'abord mieux initiés au basket, l'équipe nationale ou les joueurs, le basket suisse aurait un autre niveau qu'il a actuellement. Donc ce qu'a raconté Carlo Lamprecht, c'est très intéressant parce que moi j'ai été le premier diplôme que j'ai obtenu en 1954 d'entraîneur. C'était la première année où il y a eu une commission fédérale des entraîneurs. J'ai moi-même entraîné Carlo Lamprecht quand il jouait à l'Étoile Sécheron, et nous avons disputé à Lugano la finale du championnat suisse junior, que nous avons perdu parce qu'évidemment, lorsque nous jouions Tessin, c'était déjà difficile de gagner à l'époque. Alan Bittenader, quand on entend, évidemment, quand on est un jeune basketteur aujourd'hui, concrètement, chacun a les mêmes chaussures, chacun a les mêmes chaussettes, il y a quand même une structure là derrière, non? Bien sûr, il y a une structure, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place. Et ça aide les joueurs à trouver leur marque dans les clubs. Et on aime bien Alan parler dans cette émission un petit peu peut-être des contraintes, des difficultés d'un jeune joueur, d'un jeune sportif avec l'école, ce qui est quand même important. 15 ans, on est en plein milieu pratiquement du cycle d'orientation. Comment se passe ton aménagement scolaire? Alors mon aménagement scolaire, il est normal pour l'instant. On m'a proposé de faire sport-études. Et j'ai refusé parce que, premièrement, au niveau scolaire, je voulais rester dans le cursus de base. Et au niveau basket, c'est parce que j'aimais bien la structure au Grand Saconnet. Je connais beaucoup de monde là-bas et j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Patrick Baumann, on a parlé un petit peu du niveau du basket en Suisse. Maurice Meunier l'a souligné, c'est vrai que c'est pas l'Amérique, comme on dit. On pourrait faire mieux. Pour vous, où est le problème? Pourquoi est-ce que la Suisse, vous qui avez l'occasion évidemment de côtoyer toutes les fédérations dans le monde et tout ce qui se fait certainement de mieux, ou peut-être le bas blesse en Suisse pour avoir un niveau meilleur? Bon, ça, il y a probablement plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais on a d'excellentes infrastructures. Contrairement à des pays juste à côté même. Je viens de rentrer d'Italie pour aller voir où moi je joue au basket quand j'étais jeune. La salle de basket n'existe plus et la salle du lycée où j'étais, elle est 25 ans, pas rénovée, rien. Et il y a des gamins de 8, 9 ans, 10 ans qui jouent au basket au milieu de conditions tout à fait difficiles. Ce n'est qu'à 500 km d'ici. Alors qu'ici, chez nous, en Suisse, on a des salles de basket, on a des salles dans les écoles qui sont incroyables. Par contre, il n'y a pas vraiment une philosophie de sport d'élite en général. Donc le soutien qu'un sport d'équipe peut obtenir de la part des autorités publiques en termes d'horaire qu'on peut obtenir dans ces salles de sport n'est pas tout à fait le même qu'ailleurs, qu'en France, qu'en Italie, qu'en Allemagne. Les contributions qu'il peut y avoir pour que des jeunes puissent bouger et puis arriver à passer au-delà d'être joueurs, mais aussi à être des cadres, à être entraîneurs, à être arbitres, c'est pas le même. Il n'y a pas vraiment de incentives, il n'y a pas vraiment donc ça, c'est pas aussi facile. Et puis finalement, je pense que ici, c'est quand même assez cher en termes le coût de la vie est assez cher. Donc si c'est le privé qui doit financer toute la structure de base pour qu'on puisse mettre en place une grande quantité de jeunes pour y retirer après une équipe nationale au-dessus et puis que les équipes puissent jouer en Liga correctement, en Ligue B correctement, etc., c'est pas aussi évident. Maurice Meunier, on l'a dit en début d'émission, vous étiez évidemment professeur de sport, vous avez passé par tous les échelons dans le basket. Vous pensez, vous, aujourd'hui, que en termes peut-être de fédération, l'association même genevoise, en termes d'école, vous pensez qu'on est dans le juste, qu'on fait juste pour sortir des grands joueurs de basket? Non, on fait pas
Tout est faux chez nous. Tout est faux. Je me suis battu, je me suis attiré beaucoup d'inimitiés. Il y a deux choses qui sont fondamentales. En Suisse, la formation des entraîneurs, elle est totalement insuffisante. Donc ça se répercute aussi sur la formation des joueurs. Pour raconter un souvenir, lorsque moi j'ai dirigé l'équipe de Nyon qui était championne suisse, il y avait 12 équipes en Ligue nationale là. J'étais seul entraîneur suisse sur les 12. Il y avait 11 entraîneurs étrangers. Donc il y avait des gens qui venaient des États-Unis, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient de l'étranger, de France ou des pays de l'Est. Donc chez nous, on n'a pas une bonne... C'est impossible en 6 semaines ou 7 semaines de cours qui sont régis par Jeunesse et Sport, à qui il faut rendre hommage, puisque Jeunesse et Sport a beaucoup contribué à aider financièrement. Moi, j'ai fait partie de la première commission, j'étais membre de la branche en 1970, donc j'ai pratiquement beaucoup aidé, j'ai beaucoup travaillé à Macolin, mais c'est insuffisant. Il y a énormément de choses qui ne sont pas traitées. Les entraîneurs suisses ne sont pas assez préparés. Il faudrait qu'ils puissent faire un stage à l'étranger. Il y en a qui essayent de le faire, mais c'est pas très évident. Et là, on a une grosse carence dans la formation. Et il y a beaucoup de sujets, justement, qu'on peut pas aborder. J'espère que Monsieur Robadin, vous me redonnerez tout à l'heure la parole, où je vous expliquerai les concepts que j'ai dans la formation des jeunes, parce que d'abord, avant d'entraîner des jeunes, il faut leur enseigner le basket. On va peut-être juste donner la parole à Richard Ratzenberg. Vous rebondissez peut-être sur ce que dit Maurice Meunier. Vous connaissez bien, peut-être d'une autre manière, la structure un petit peu de ce basket genevois. Comment est-ce qu'il se porte, ce basket genevois? Plutôt bien, si on juge les résultats des Lions de Genève, qui sont évidemment plutôt satisfaisants. Pour moi, le basket, il s'est toujours très bien porté au niveau de la passion. Pour moi, c'est un des plus beaux sports du monde. C'est mon sport. Et j'ai toujours essayé de défendre ce sport avant le clocher de l'église, comme on dit. À l'époque, un Américain que j'avais été chercher à l'aéroport, je lui avais dit qu'on avait 47 clubs à Genève, et il venait de Los Angeles. Il m'a dit: mais vous avez combien d'habitants à Genève? 5 millions, 6 millions? J'ai dit non, intramuros, ça 275 000 habitants, et il comprenait pas forcément. Alors pour la formation des jeunes, d'avoir un club à proximité, c'est juste génial. Mais au niveau du sport d'élite, comme l'a dit Maurice, aujourd'hui on a 8 clubs de basket en Liga. À l'époque on avait 12. C'est très difficile au niveau de l'économie dans les régions. Le basket a également beaucoup progressé, et il faut voir aussi un peu d'optimisme. Aujourd'hui, on parlait de tennis tout à l'heure. On disait qu'on avait Wawrinka et Federer dans les 10 mondiaux. Eh ben, on a tout de même 2 joueurs. Enfin, on a un joueur qui sait ce que c'est une finale de NBA, avec là qui est en train qui est dans l'équipe suisse de basket, qui est à Bruxelles-Follechat, et on a Clint Capella qui risque d'être drafté en 13e position dans la draft NBA cette année. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 Suisses qui vont jouer au plus haut niveau d'un championnat professionnel américain, et qui portent les couleurs de l'équipe nationale. Alors évidemment, peut-être c'est l'arbre qui cache un petit peu la forêt, mais c'est dans tous les sports un petit peu la même chose en Suisse. Le credo que j'ai eu, moi, c'était d'essayer à Genève d'avoir un club de Liga. On a mis presque 20 ou 30 ans. Oui, on a eu à Genève 4 clubs de Liga. Il y a eu 40 000 fusions qui ont plus ou moins avorté, d'autres réussi. Et aujourd'hui, on a vu vraiment que 1 plus 1 faisait vraiment 2 avec les 2 derniers clubs. Il y a eu une structure hyper intelligente. Il y a eu des autorités de la ville ont fait énormément, la mairie du Grand Saconnet également. On a eu des gens fantastiques là-bas qui ont compris ce que c'était les jeunes, le sport d'élite. D'ailleurs, les Lions de Genève on donne beaucoup de temps de jeu aux joueurs suisses. Donc pour moi, ça c'est une source de satisfaction, c'est de voir tout d'un coup des joueurs suisses prendre leurs responsabilités aujourd'hui en Liga. Et c'est clair que le basket a énormément progressé. Avant, on jouait avec 2 Américains qui faisaient la différence. Aujourd'hui, le joueur suisse peut faire la différence en Ligue nationale. Merci beaucoup Richard Ratzenberg. Vous l'aurez compris, on parle de basket. Nous sommes à la FIBA, la Fédération internationale. On se retrouve juste après la pub. Génération champion avec la FIBA, Fédération internationale de basketball. La connexion Internet de votre entreprise tourne au ralenti ?
Naxou donne un coup d'accélérateur à votre business avec des offres Internet jusqu'à 5 fois plus rapides que les offres DSL. Découvrez aussi nos offres combinées Internet-téléphonie. Plus d'infos sur nos solutions PME au 0840 226 226. Seulement de ce jeudi jusqu'à samedi, chez Denner, moins 20% sur tous les vins, même sur les prix promotionnels. Et filet de bœuf Black Angus à moitié prix. Denner, un pour tous. Génération champion avec la FIBA. Fédération internationale de basketball. Dans cette émission Génération Champion, on vous le rappelle, on parle aujourd'hui de basket à la FIBA, la Fédération internationale de basket AMI. Toujours avec nous, Patrick Baumann, le secrétaire général de cette FIBA. Patrick Baumann, on a fait un petit tour d'horizon un petit peu au niveau santé de ce basket mondial. Peut-être nous repréciser un petit peu ce que veut dire la FIBA en termes d'employés, en termes de structure. Ici, à AMI, nous avons aujourd'hui une 50aine de personnes qui travaillent dans ce bâtiment. Nous avons également encore à peu près le même nombre de gens qui se retrouvent dans les 5 continents, donc y compris la partie européenne qui est à Munich, ou les Amériques, à Porto Rico, en Afrique, on a Côte d'Ivoire, en Asie, en Malaisie et puis en Océanie aussi. Donc ça fait en gros une centaine de personnes qui travaillent pour le basket au niveau de la Fédération internationale. Aujourd'hui, vous êtes focalisé principalement sur la Coupe du Monde à venir en Espagne, c'est tout bientôt. Oui, c'est un événement. C'est évidemment tous les 4 ans un peu l'événement planétaire. Tout le monde s'attend à avoir un événement particulièrement bon parce on va quand même en Espagne. Et puis ces dernières 8 ans, je crois que toutes les finales qu'on a eues, Espagne, depuis qu'ils sont devenus champions du monde au Japon, et puis qu'ils ont croisé le fer avec les États-Unis régulièrement aux Jeux Olympiques et dans les Coupes du Monde, je crois qu'on s'attend à un événement quand même très très particulier. Le basket en Espagne est en train de devancer un peu. Enfin, cet été, on parlera plus de basket que de foot en Espagne. Exactement. Alors, le basket, évidemment, sport très professionnel, nous a rejoint sur le plateau Sevag Kocheyan. Bonjour Sevag. Bonjour. On se rappelle très bien de vous comme joueur, entre autres des Geneva Devils. Aujourd'hui, vous êtes agent de joueur. Lorsqu'on est agent de joueur de basket, finalement, notre travail, c'est quoi? C'est vrai qu'on connaît peut-être mieux les agents de joueurs de foot, qui sont souvent un petit peu mis sur le devant de la scène. Votre travail, c'est lequel? Tout simplement trouver des clubs aux clients, donc trouver des clubs aux joueurs dans les différents pays par rapport à leur niveau de jeu, à leur demande salariale, etc. Donc je pense que le métier ressemble beaucoup à l'agent du foot. Aujourd'hui, ça veut dire que vous vous occupez en gros de combien de joueurs suisses qui évoluent ici dans les différents clubs? De joueurs suisses, une quinzaine environ. Vous travaillez qu'en Suisse, vous êtes également mandaté à l'étranger, vous êtes en contact avec des clubs américains par exemple, vous allez jusque-là ou pas avec des clubs américains, mais j'ai des joueurs qui sont dans différents pays, différents continents, oui. Quand on sort d'une carrière de joueur de basket professionnel ou semi-professionnel, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous intéresser à la profession? Parce que c'est vrai que vous auriez pu bifurquer vous aussi dans l'enseignement, dans le... Non, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ça manquait, d'après vous, justement, à votre époque. Vous avez bénéficié d'un Non, moi personnellement, je n'ai jamais eu d'agent. Et je pense qu'un agent est vraiment utile pour un joueur, pour développer la carrière du joueur et diriger la carrière du joueur dans la bonne direction. Est-ce qu'on s'intéresse déjà, par exemple, est-ce qu'on peut déjà s'intéresser, comme dans le foot, parce qu'on sait très bien que les agents de joueurs vont s'intéresser de plus en plus aux jeunes pousses, aux jeunes talents prometteurs. Est-ce qu'un Alan Bittenader peut déjà rentrer dans vos plans ou c'est encore un tout petit peu trop tôt? Non, bien sûr. Déjà très tôt. Les agents choisissent leurs joueurs déjà très tôt. Il faut mettre la main de grappin. Très vite. Et ça, c'est votre rôle. Ça c'est le rôle. Ça veut dire d'aller suivre évidemment les matchs déjà dans les U16 par exemple, d'aller se balader dans Tout à fait, durant toute la saison et également durant l'été où on va suivre les équipes nationales de jeunes.
Maurice Meunier, agent de joueur, c'est quelque chose évidemment qui est assez, j'ai envie de dire là aussi, de remonter un peu dans le temps. À votre époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'était un petit peu du chacun pour soi. Et puis soi. moi, quand j'entraînais à un certain niveau, notamment quand j'ai entraîné l'équipe suisse, nous avons eu un tour de qualification à Neuchâtel, qui était un bid financier d'ailleurs. Et là, les agents de joueurs ou les gens qui s'occupaient de placer les joueurs, ils ont perturbé l'équipe nationale suisse, parce que pendant les 7 jours où nous étions là, il y avait constamment autour des joueurs des gens qui venaient pour essayer de les engager pour la saison suivante dans un autre club dans lequel ils jouaient. Vous perturbez comme ça les joueurs, vous aussi, Sévag, ou... J'espère pas, non. Non, j'espère pas, non. Alan, est-ce que tu as déjà été approché par des agents de joueurs? C'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? Ben allez, pendant qu'on y est, par Sévag, tu as déjà eu des propositions? Non, pas encore. Bon, maintenant, le sujet qui fâche, ça gagne quoi? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Un agent de joueur, ça vit au pourcentage, ça vit comment? Oui, donc la commission de l'agent est basée sur le 10% du salaire annuel du joueur, payé donc par le club et non par le joueur. Patrick Baumann, votre regard par rapport à ces gens qui gravitent évidemment autour de... C'est une obligation, hein, ça fait partie du professionnalisme, enfin de la professionnalisation du basket. Oui, je crois qu'à un certain niveau, ça fait partie simplement du système. On peut pas. C'est normal que des joueurs professionnels, enfin des joueurs qui gagnent de l'argent, éventuellement prennent leur temps à s'occuper de s'entraîner et puis de jouer, et puis que quelqu'un d'autre s'occupe de leurs affaires autour. Et puis je pense que ça c'est très normal. Là où ça devient un peu compliqué, c'est un petit peu quand évidemment il y a un peu la chasse au talent à un âge très jeune. Ça, je crois que c'est là où ça peut pourrir un petit peu internationale. Là, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même un peu l'ambition très rapide. Ça vient très rapide d'essayer de les prendre et de les faire bouger le plus possible, parce que chaque fois qu'il y a un mouvement de joueurs, il y a aussi une prime qui tombe. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est vrai que ça incite à faire bouger les gens. Et puis il y a des dérives comme ce que Maurice veut dire, des fois autour des équipes des championnats de jeunes, où il faut faire un peu attention. Mais si on arrive à encadrer bien ça, moi je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ce qui est bien aussi pour un jeune comme lui, c'est que finalement la décision lui appartienne à lui. Qu'est-ce que je veux moi? Quand il dit que je veux pas faire mon sport-études, il prend déjà une décision. Et je pense que c'est une bonne chose que ce soit le joueur qui prenne ce genre de décision, et puis que l'agent ne soit pas celui qui lui souffle ce qu'il doit faire, mais qui arrive à vraiment suivre ce que je veux, et ce qui est bien pour son développement. Parce que des fois, au niveau des jeunes, pas au niveau des joueurs professionnels, une fois que vous avez 25 ans, 30 ans et que vous gagnez votre salaire comme il faut, ce sont des questions économiques, c'est aussi certainement le plaisir, c'est des questions de famille qui viennent avec. Mais quand on est jeune à 15, 16, 17 ans, c'est très très délicat les prochaines étapes pour la carrière d'un joueur. C'est vrai que Cheyenne, en Suisse, hein, qu'on se rende compte, parce que c'est vrai que le basket, hein, pratiqué en NBA, les joueurs sont multimillionnaires. Ici, en Suisse, un joueur de basket de Ligue nationale, hein, la fourchette, hein, on n'est pas obligé de donner forcément des tarifs, ça gagne quoi, en gros? Je dirais qu'aujourd'hui, un joueur suisse de bon niveau peut gagner entre 35 à 40 000 francs suisses sur l'année. Maurice Meunier, à votre époque, là on rejoint un petit peu le côté amateur dont nous parlait tout à l'heure Carlo Lamprecht. Inutile de dire qu'à l'époque, hein, comme on dit, il y a peut-être 40-50 ans en arrière, on avait du mal à... Est-ce qu'on parlait déjà salaire lorsque vous entraîniez des équipes comme Champel et le Nyon Basket Oui, il y avait quelques joueurs qui étaient indemnisés. Ceux qui avaient un salaire, c'était les joueurs étrangers. À l'époque où j'entraînais en division supérieure, nous n'avions que 2 étrangers. Mais nous étions totalement amateurs, nous payions nos cotisations. Même en équipe nationale, on nous avait fait payer nos équipements. On n'avait pas des maillots dans l'état où Carlo Lamprecht les a décrits, mais on payait parfois nos équipements. Et celui qui perdait une partie, dans d'autres cas, quand ils étaient fournis, celui qui perdait une cuissette ou un maillot, il le payait. C'est un autre monde. Patrick Baumann, on a parlé Coupe du Monde, hein, Jeux Olympiques aussi à venir, ça ce sera à Rio. Oui. Les prochains grands chantiers, si on veut bien, de la FIBA, ça va être quoi?
Nous, on a deux grands chantiers d'un point de vue sportif. On a un chantier de réorganisation, un peu de comment on s'organise, mais ça c'est beaucoup plus technique. Plus interne. Le plus interne. Les deux gros chantiers, c'est la modification du système de compétition à partir de 2017 pour les équipes nationales, pour arriver un peu dans un cycle semblable ou dans un rythme semblable à celui du foot. Donc, c'est-à-dire avec des matchs aller-retour pour les qualifications en championnat d'Europe et aux Coupes du Monde sur plusieurs mois, donc sur 2 ans, et avec une Coupe du Monde qui d'ailleurs est déplacée même à l'année d'après celle de la Coupe du Monde de foot pour éviter un clash entre les deux. Cette année, on va jouer en même temps que la Coupe du Monde au Brésil, mais la prochaine sera en 2019. Ça, c'est un chantier. Et puis le deuxième chantier qui est beaucoup plus terre à terre, et c'est terre à terre dans le sens, ça va vraiment là où on veut aller. Ce qui a été dit tout à l'heure par notre ami Richard, c'est d'aller dans les rues, d'aller dans les villes, c'est de développer le basket un peu partout là où il est peut-être un peu moins développé, et de développer le 3 contre 3 et de le faire devenir olympique. Alors justement, on va reparler du 3 contre 3. Maurice Meunier, vous évidemment, vous avez voulu tout à l'heure commencer un petit peu à nous parler de l'entraînement des jeunes, que vous continuez d'entraîner au jour d'aujourd'hui, des jeunes qui ont entre 9 et 10 ans. D'abord, juste comme ça, le regard de jeunes de 9 et 10 ans, d'être entraîné par une personnalité comme vous, par un monsieur de 81 ans, quel est le respect, quel est le regard, comment se passent ces entraînements? Les entraînements se passent très bien. Il y a une chose que je voudrais dire en préambule de ces quelques propos, c'est qu'en début de saison, des parents me téléphonent et me disent monsieur, mon fils ou ma fille veut faire du basket. Ma réponse immédiate est on ne fait pas du basket. On fait de la natation, on fait de la gymnastique artistique, mais on joue au basket. Le premier souci que j'ai toujours eu, spécialement au cycle d'orientation et au collège supérieur, c'était beaucoup plus difficile à l'époque où j'étais à l'école primaire, parce que nous avions des classes de 30 enfants et nous avions qu'un seul ballon. Et ça, c'était difficile de faire quelque chose. Maintenant, il y a très longtemps, il y a 50 ans déjà au cycle, on a réussi à introduire du matériel où chaque enfant avait son ballon. On pouvait déjà travailler sur le maniement de balles, sur les bases. Donc les enfants, ils viennent, il faut qu'ils très rapidement ils jouent au basket. Le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer au basket avec les règles officielles. C'est-à-dire, il faut avoir des règles d'apprentissage, des règles pédagogiques. Si bien qu'en quelques leçons, si vous avez des enfants qui sont épistémiques, moi, il s'est trouvé que j'ai fait des études pédagogiques avec le professeur Piaget, qui a beaucoup travaillé sur le développement de l'intelligence des enfants. C'est-à-dire, je m'adresse à des enfants qui sont normaux. C'est-à-dire normaux au point de vue physique et dans leur âge réel. C'est ça. Alan, comment est-ce que tu as commencé? Toi, tu as commencé par la filière du mini-basket, enfin, etc. Tu joues... quand est-ce que ça a commencé pour toi? Alors, j'ai commencé en école de basket, avec des profs, justement, avec un apprentissage très scolaire, un peu, je dirais. Et puis, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, maintenant, je suis en U16. Et l'apprentissage est différent. Et toi, quand Maurice Meunier parle justement de faire du basket ou jouer au basket, c'est quelque chose qui te parle. Toi, c'est un jeu. Tu prends beaucoup de plaisir à jouer au basket. Oui, alors tout d'abord, il faut avoir du plaisir, je pense, parce que sans plaisir, on peut pas faire ce sport. On n'arrive à rien. Et puis ensuite arrive la compétition. Mais d'abord, je pense que le plaisir, c'est le plus important. Patrick Baumann, on revient, je rebondis un petit peu sur le 3 contre 3. On a l'impression vraiment que c'est en train de prendre un petit peu une certaine ampleur. Ça nous fait presque un peu penser, Patrick Baumann, au volleyball, qui a à un moment donné voulu être redynamisé avec le beach volley, ce qui était un petit peu plus concentré, comme ça un peu plus simple peut-être d'accès. Oui, ça dépend un petit peu d'où on est. C'est évident que là où le basket est développé, qu'il y a des salles, et puis que les jeunes, il y a un engouement et qu'ils peuvent aller en salle et puis jouer, et puis qu'il y a des entraîneurs de qualité, espérons-le. Mais en tout cas où il y a toute une infrastructure, le 3 contre 3 a peut-être un autre rôle. C'est celui de la promotion, c'est celui de trouver des gens qui s'associent au basket et puis qui vont après voir des matchs de basket de 5 contre 5. Alors que par contre, dans d'autres parties du monde, le 3 contre 3 est un moyen
moyen très facile et beaucoup moins cher pour commencer avec le basket. Et aussi, finalement, le 3 contre 3, c'est la base. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas entraîneur au même niveau que Maurice, certainement pas, mais finalement, une fois qu'on est capable de jouer du 3 contre 3, le 5 contre 5, c'est relativement facile. En tout cas, c'est ce que mon entraîneur me disait toujours en Italie. Il fallait que je commence 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 1, et après, on fait le reste. Donc, c'est aussi un peu un retour aux sources et à ce que les choses très simples, ce qu'on appelle les skills individuels soient beaucoup plus facilement développés. Et dans des petits marchés ou là où le basket il n'y a pas des grandes personnes physiquement, le 3 contre 3 leur permet aussi de participer jusqu'aux Jeux Olympiques des jeunes d'ailleurs, comme cet été, et voir de battre des grands pays de basket, de ce qu'aujourd'hui traditionnellement on va. Pour nous, ça c'est. On aura plus de chance, la Suisse, comme on n'en regorge pas de grands talents, évidemment, on peut faire des. On a entendu, il y en a quelques-uns, mais la Suisse, par exemple, en 3 contre 1, elle a très bien joué au championnat du monde des jeunes à Jakarta l'année dernière. Elle a raté le coche pour très peu, aussi pour un peu le mental à un moment donné qui a failli, mais il y avait une équipe très sérieuse qui aurait pu aller très très loin jusqu'aux médailles. C'est vague comme ancien joueur de basket, le 3 contre 3, vous le voyez comment? C'est quelque chose qui vous aurait plu, qui vous aurait amusé? Nous, on a toujours joué du 3 contre 3, surtout l'été quand les salles étaient fermées, on se retrouvait dehors dans le parc et on jouait du 3 contre 3. Donc pour rester actif, l'été, on faisait que du 3 contre 3 sur demi-terrain. Maurice Meunier, le 3 contre 3, c'est la solution, vous pensez? Oui, ça peut être un jeu préparatoire, mais je voudrais infirmer les propos de Patrick Baumann. Pour moi, le basket, c'est 5 contre 5. Mais le basket 5 contre 5, il introduit un paramètre très important, c'est le développement chez les enfants, dès les débuts, dès les premiers pas, c'est-à-dire l'âge de 8 ans pour moi, parce que ce qu'on fait avant, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. C'est le développement des capacités cognitives, c'est le développement de l'intelligence de jeu. Chez nous, en Suisse, avec la méthode qu'on utilise, on essayait de copier les Américains. Les méthodes est basée sur le drill. C'est-à-dire sur le conditionnement des joueurs qui sont capables de faire des figures de style de très haut niveau, mais ils sont pas capables d'introduire la technique dans les phases de jeu. Et on a par exemple un truc extraordinaire lorsque maintenant, grâce à la FIBA depuis des années, vous avez en direct les statistiques des matchs que nos équipes de jeunes disputent. À chaque match, on perd entre 23 ou 25 et 30 balles. Donc évidemment, on donne beaucoup plus de possibilités aux équipes adverses de nous perdre. Patrick Baumann, vous avez la FIBA a mis en place depuis maintenant une année ou deux un site internet justement 3 contre 3 qui est assez interactif, qui est peut-être réservé pour les jeunes et qui va intéresser directement Alan. Bon, moi je pense qu'il y a deux choses. Enfin aussi, si c'est pas un débat contre les puristes du 55 qui l'ont fait pendant 69 saisons ou la Fédération internationale, moi je crois qu'on a un besoin de se rénover, de se renouveler aussi. On a besoin d'agrandir la quantité de gens qui participent. En Suisse, un des problèmes fondamentaux, c'est qu'on n'arrive pas à accueillir toute la partie de jeunes qui jouent en Suisse allemande. On n'est pas capable de les mettre à l'intérieur. Donc ça veut dire que le basket ne répond pas à ce qu'ils ont besoin. Alors, le 3 contre 3 va peut-être pas être la solution pour la Suisse allemande, mais il est dans beaucoup de parties du monde, c'est une réponse à ceux qui n'ont pas envie d'être enfermés dans un système de club, d'entraînement le lundi, le mercredi, d'une licence, etc. Et il y en a. La Fédération française a 550 000 licenciés. Elle en compte 3 fois plus qui sont des joueurs en liberté dans les rues. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas partie de la famille du basket dans le sens large. Et c'est à eux qu'on s'adresse dans le 3 contre 3. Un joueur comme lui, il fait sa carrière maintenant en 55, il faut qu'il continue. Ça serait dommage qu'il passe l'été qu'il passe l'été à faire du 3 contre 3. Bienvenue. Absolument. Mais il est dans sa carrière, il commence, il a une carrière devant lui, il a une ambition, il faut qu'il continue. Le 3 contre 3, c'est pour le plaisir dans son cas-là. Pour d'autres, c'est pour vraiment rentrer dans le basket et puis après faire d'autres choses. Alan, pour toi, justement, le basket doit rester un peu fun aussi. C'est pas un truc qui doit se pratiquer uniquement dans une salle 5 contre 5. Ça peut se faire aussi à l'école, n'importe où. Tu pratiques le basket un peu ce qu'on appelle le street basket, le basket de rue. Alors ouais, ça ne doit pas être forcément très strict, en dehors des salles bien sûr. Je pense que c'est très bien d'aller jouer, par exemple, dans les playgrounds et d'appeler beaucoup de gens avec nous pour faire des 3 contre 3 justement, et d'autres drills. Et voilà.
Patrick, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la question. Hein. Il y a maintenant une application Internet, c'est important, hein, de 3 contre 3 qui marche extrêmement bien, hein, pour les jeunes, justement. Alors le 3 contre 3 est extrêmement... C'est quelque chose qui doit réunir des gens en dehors de... Ça doit avoir moins de structures possible. Donc il faut être... Si je vais en vacances aux États-Unis, je veux aller voir où est-ce qu'il y a un playground et je peux jouer. Et il y a des applications qui permettent de trouver ça. Il y a toute une communauté de jeunes qui jouent, de jeunes ou de moins jeunes. D'ailleurs, c'est toutes les âges, c'est ouvert. Et puis, je peux me connecter, puis je dire, tiens, on joue à 5 km d'ici, il y a un terrain, il y a les gens qui se retrouvent chaque soir à 7 heures, je peux aller jouer, je peux participer. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important que cette plateforme de réunir les gens. Et à la fin, c'est aussi une façon de se mesurer. Le joueur de Fidji veut savoir comment fait le joueur de Brésil et à l'inverse. Et le fait de jouer donne des points un peu différents que ce qui est le basket traditionnel. C'est un peu plus comme un handicap de golf, c'est un peu plus comme les points au tennis. Et ça permet de se confronter un petit peu across the globe à travers la plateforme digitale. Patrick Baumann, on n'a pas beaucoup parlé, on risque de se faire un peu taper sur les doigts, on n'a pas beaucoup parlé de basket féminin, enfin on n'a pas non plus parlé que de basket masculin. Vous gérez aussi, la FIBA gère le basket féminin, on a l'impression que les filles, il y a encore un petit peu de chemin à faire pour qu'elles intéressent un peu le grand public. C'est votre avis? Enfin, même titre que beaucoup d'autres sports. Hein, le basket féminin, comme tout sport féminin, c'est un peu plus difficile dans la médiatisation. C'est un effort considérable en dehors de ceux qui sont les grands pays anglo-saxons, les États-Unis, les Australies, où il y a des cadres législatifs très précis et très forts et très poussés, où si on investit $1 chez les hommes, il faut l'investir aussi chez les femmes. Donc on a une WNBA, on a une ligue féminine très forte en Australie. Dans le reste du monde, c'est plus difficile. Donc ce qui fait que l'investissement n'est pas aussi facile. Moi, une chose me frappe, on voit du reste sur ces images, Patrick Baumann, est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être d'arriver à rendre le basket féminin un tout petit peu plus sexy, si vous voyez ce que je veux dire? Parce on peut peut-être faire la comparaison avec le beach volley. Je crois que la terre s'est fait avoir quand il a posé. C'est un peu plus excitant. Alors je ne sais pas, c'est un regard. Est-ce qu'on arriverait à... Mais quand c'est nous les hommes qui le disent, c'est jamais bien apprécié. Il faut faire très attention. Mais c'est vrai que le basket féminin peut être extrêmement attractif et c'est un jeu. C'est vraiment ça revient aux origines un peu du basket parce qu'il y a moins d'athléticisme dans une certaine manière. Il y a moins de jeux sous le panier. On saute un peu moins, mais c'est extrêmement beau. Ça peut être très rapide. Les jeux de transition qu'ils font, c'est incroyablement bon fait. Et les Américaines sont magnifiques là-dedans. Mais c'est pas aussi facile. Alors, si on va après au basket féminin suisse, je crois qu'on peut faire tout un autre chapitre. C'est vrai que c'est un peu c'est vague. J'ai envie de dire, les femmes vous intéressent. Enfin, sous-entendu au basket, vous l'aurez compris. Alors moi, je m'occupe pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Pourquoi? Il n'y a pas de marché? Non, c'est un basket que je connais moins. C'est un marché que je connais moins, mais il y a des agents qui sont spécialisés là-dedans. Et voilà. Maurice Meunier, les femmes vous intéressent? J'aimerais juste dire 2 mots encore sur ce qu'a dit Patrick. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que les femmes vous intéressent dans le basket, Maurice Meunier? J'éviterai de parler du sujet extra-basket. Les filles, il y a un gros handicap avec les filles, c'est-à-dire qu'elles commencent le basket trop tard. Elles commencent après la puberté. Donc on perd toute la période merveilleuse d'utiliser les capacités de coordination chez les filles entre 8, 9 et jusqu'à ce qu'elles aient la puberté. Elles commencent à 14, 15 ans. Et c'est déjà tard. On a un gros déficit dans leur formation technique, ne serait-ce que technique. Par ailleurs, moi j'ai entraîné pendant 2 ans une merveilleuse équipe féminine, c'était le Stade Français qui nous sommes montés de première ligue en Ligue nationale B. Il y avait des jeunes, mais il y a aussi d'anciens joueurs qui avaient toutes joué à un très haut niveau. J'ai eu les plus belles, au point de vue entraînement, les plus belles séances d'entraînement que je puis donner. Les femmes sont très disciplinées, elles suivent. C'est encore un autre enseignement. Justement, ce que je reproche à la formation en Suisse, c'est que on n'entraîne pas la même chose des enfants de 14 ans que des enfants de 16 ans, que des jeunes de 19 ans, que des seniors, masculins ou féminins. Et là, il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Mais si on arrive à accrocher une équipe féminine, un entraîneur, des dirigeants, ils peuvent passer des moments merveilleux. Merci beaucoup, messieurs. Ce sera le mot de la fin, la conclusion. Patrick Baumann, on rappelle, secrétaire général de cette FIBA. Merci beaucoup
de nous avoir Je vous en reçus chez vous. On le rappelle, eh bien, c'est un lieu qui peut être visité régulièrement sur demande. En tout cas, on peut que le conseiller à nos téléspectateurs. Alan Wittenader, bonne chance à toi pour ta future carrière également en équipe de Suisse et pourquoi pas plus haut en NBA. On peut rêver. Maurice Meunier, merci beaucoup. Portez-vous bien et merci pour la visite. Et puis Sevag, merci également d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour parler de sport. À très bientôt. Ciao. Génération champion avec la FIBA, Fédération internationale de basketball.